Donc, on est sur les écarts sur coût. Je vais bientôt vous montrer ce que j'ai préparé. L'écart sur coût, euh, il y a quand même une légère divergence entre ce qu'on fait nous en comptabilité, en contrôle-gestion, pardon, et ce qu'on verrait par la suite si vous continuez sur Fishben à faire en DSCG. Nous, de notre côté, on néglige l'écart sur volume. Donc, avant de commencer de projeter, je vais quand même parler. Un écart sur coût, c'est quoi? On compare le coût que j'ai prévu, le coût que j'ai budgété à mes réelles dépenses. Même, il peut y avoir un écart qui est lié à, j'avais prévu de faire 1000 produits, j'en ai fait 800. Automatiquement, si je produis moins, j'ai moins de dépenses. Au contraire, j'ai prévu d'en faire 1000, j'en ai dépensé 1500, j'en ai créé 1500 produits de 1000, j'ai produit nettement plus, donc automatiquement, j'ai plus de coûts. Donc comparer des coûts qui sont incomparables en termes de volume de production, ça ne sert à rien. Donc en réalité, ici, il y a un écart qui est lié au volume de production. Donc nous, en DCG, il y a des cas qui le traitent un peu, mais en DCG, en contrôle de gestion à l'épreuve finale, ça ne se demande pas. C'est une perte de temps. C'est extrêmement long et ça ne se demande plus. Depuis la réforme, qu'on est passé du DECF au DCG, on n'a pas eu aucun sujet là-dessus. On doit simplement l'évoquer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va distinguer, nous, quand on est sur terme de coût, la partie réelle et on va distinguer la partie, pardon, directe et la partie indirecte. Les charges directes, eux, vont se distinguer en deux écarts. Les charges indirectes, on va les distinguer en trois écarts. Que lorsqu'on distingue les écarts, on va toujours faire réel moins prévu. Combien j'ai dépensé aujourd'hui par rapport à ce que j'avais prévu. On est en notion de coût. Lorsque mon coût réel est supérieur à mon coût prévu, lorsque je dépensais plus que la normale, cet écart est pour moi, on qualifie, on donne le montant, et après on qualifie de défavorable. C'est défavorable pour mon résultat. J'aurai plus de charges que prévu, mon résultat sera amoindri. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Qui dit pas bon dit défavorable. Inversement, si mon coût réel est inférieur, et je rappelle bien pour le même volume de production, est inférieur à mes charges réelles, à mes charges prévues, ça sera donc favorable. J'ai moins dépensé pour avoir la même chose, c'est favorable pour moi. Donc déjà, dans cette notion qu'on doit mémoriser, qu'on doit connaître, c'est favorable ou défavorable sur les coûts. Maintenant qu'on a cette notion de terminer, on doit après, dans le commentaire, on reviendra sur le commentaire, quand on est sur les charges directes 2 sous-écart, charge indirecte 3. Je projette mon cours et on reprend tout ceci avec plus d'éléments, plus de mots. Je ferai un petit cas en fin de synthèse qui va tout reprendre, même s'il y a des micro-cas que j'ai mis. Mon cas global sera à la fin. Alors, nous, on est sur les écarts sur coût et il y a une méthode précise qu'on nous impose en DCG. Alors, avant d'aligner ceci, en DCG, il y a de multiples écarts. Le rôle d'un contrôleur de gestion, c'est de comparer ce qui était prévu de ce qui a été fait. On a un écart sur coût, c'est le premier écart qu'on voit. On verra plus tard qu'il y a un écart sur le résultat, entre le résultat que j'avais prévu et le résultat réel. Cet écart sur résultat va se traduire sur plusieurs multi-écarts, écart sur chiffre d'affaires, écart sur marge, écart sur coût, qui est une des composantes. Aussi des écarts sur les salaires, entre le salaire que j'ai prévu et le salaire pardon, que j'ai vraiment fait. Donc, nous, on a toujours, dans le métier de contrôle-gestion, beaucoup d'écarts à faire et beaucoup de prévisions. L'épreuve de DCG U11, il n'y a pas que des écarts sur coût, il n'y a pas que des écarts, pardon, et des budgets à faire. On est aussi sur l'interprétation de coûts partiels ou totaux. Alors, pourquoi en DCG impose la méthode? Mais le problème est à résoudre et en contrôle-gestion, on compare ce qui est prévu, budget ou standard, ce qu'on appelle, à ce qui est réellement constaté. Mais attention, et ça, c'est ce que vous devez mémoriser, ce qu'on ne fait pas en DSCG parce que on a un niveau supérieur et on met en avant d'autres éléments, on ne peut pas comparer des coûts si les volumes de production sont différents. Je ne peux pas comparer produire 1000 articles qu'en produire 2000 ou 800. Exemple, j'ai prévu de produire 1000 produits, j'en ai réalisé 1200. Il est normal que le coût réel soit plus élevé parce que j'ai produit plus. Ce surcoût ne traduit pas une mauvaise performance, mais un volume différent. D'accord? C'est ce qu'on appelle
l'écart sur volume. L'écart sur volume ne se calcule pas en DCG. On doit donc raisonner fondamentalement en DCG, isoler la performance de l'effet de volume qu'on ne calcule pas. Principe fondamental pour le DCG, le standard ajusté. Donc, on ajuste mon prévu à la production qui est réelle. Et la règle clé à connaître par cœur, en DCG, on compare toujours le réel à un standard recalculé pour la production réelle. On calcule au même volume de production. Ce n'est pas le réel que je ramène au prévu, c'est le prévu que je ramène au réel. Comme ceux qui étaient là ce matin, on va calculer un coefficient qui est le coefficient d'activité. C'est une possibilité. Alors, on réajuste ou au standard autorisé. Donc, pour cela, je vais mettre ici. Pour cela, on doit calculer le coefficient d'activité, donc la même formule pour ceux qui sont avec moi ce matin en compta pro que ceux qui ont déjà fait la comptabilité approfondie ailleurs. C'est le coefficient d'activité, vous l'avez vu lorsque vous avez produit une immobilisation pour vous-même en comptabilité approfondie, chose que j'ai fait ce matin, c'est pour ça que je l'ai introduit ce matin, et qu'on essaye sur Fishman de mettre des cours où il y a des ponts ou des passerelles entre les différentes matières. Il y a beaucoup de passerelles entre les différentes matières. Donc là, avec les deux cours de ce matin, je vous montre une passerelle. Cette passerelle existe dans toutes les matières du DCG. Donc, le calcul, on le voit, pardon, encore, excusez-moi de m'être arrêté là, on le voit également en comptabilité approfondie, lorsqu'on valorise les stocks. Donc, un stock que je produis, on va tenir compte également de la même notion du coefficient d'activité. Le coefficient d'activité se calcule en faisant l'activité réelle qu'on divise par l'activité prévue. Alors, pourquoi c'est indispensable? Sans ajustement, on confond les effets de volume et les effets de performance. C'est-à-dire que tout est complètement mêlé. Dans nos calculs, on aura lié à la suractivité ou à la sous-activité des résultats qui ne peuvent pas me dire est-ce que mon salarié m'a coûté plus cher? Est-ce que la matière m'a coûté plus cher? Est-ce que j'ai consommé plus de matière que prévu pour faire quelque chose? Donc, on se doit de réajuster. Et on prend donc de mauvaises décisions managériales. Donc, je vous rappelle, et vous verrez par la suite, que le contrôle, gestion et le management sont liés, notamment dans le lieu de l'année prochaine, mais il y a des notions de cours des deux matières qui sont concordantes, notamment sur la qualité, sur le prix. On a des éléments qui sont la domination par les coûts. Nos deux thèmes sont liés. Donc, vous avez des cours de management qui sont très bien, qui vous permettront d'améliorer tous les commentaires de toutes les applications que vous verrez avec moi et que vous voyez à l'examen. Oui, Julien, j'avais pas vu ce que vous avez mis comme commentaire. Avec un ajustement, on mesure uniquement la qualité de la gestion qu'on a faite, la performance industrielle et la maîtrise des achats et du personnel. En DCG, ça s'applique la méthode des écarts sur les charges directes, généralement matière et main-d'œuvre directe, charges indirectes via des budgets flexibles qu'on verra juste après. Il est préférable de commencer par les charges directes, qui sont les plus simples, qui nous permettent de gérer des points. Normalement, alors, on est censé faire aussi les valeurs les plus significatives, les valeurs les plus importantes. En DCG, dans le commentaire, on va le voir sur un exemple que je vais faire juste après. Au fur et à mesure que je déroule mon cours, je vais créer un exemple et on va faire cet exemple qui sera illustré. Et il y en a, même s'il y a des exemples dans mon support de cours, je vais agrémenter par un vrai cas. Que dirais-je de plus? Oui, dans l'absolu, dans le commentaire, je ferai aussi des commentaires pour que vous ayez tous les points du TCG sur cette partie-là. Donc, normalement, dans le commentaire, on doit nous commenter quels sont les écarts les plus significatifs, ce sont les plus importants. Premièrement. Deuxièmement, il faut lire le sujet. Dans le sujet, si on veut analyser, on vous fait interpréter certains écarts ou sous-écarts, vous devez le mettre dans votre commentaire en amont. Deuxièmement, si le contexte, on vous dit, on est dans une situation inflationniste des matières, etc., quels que soient vos écarts que vous trouverez, on parle d'inflation des matières premières, vous devez parler des écarts sur la matière première. Si on vous dit qu'il y a pénurie du personnel,
qui fait que l'embauche du personnel coûte plus cher, etc. Vous devez mettre en avant l'écart sur la main-d'œuvre. Donc, c'est le sujet qui aussi, d'une façon directe ou indirecte, par le contexte ou autre, excusez-moi, qui va faire tendre sur le type de commentaire qu'il faut faire. Pendant que j'y pense, euh, ce matin, j'ai pas eu de soucis, sauf à quelques instants très courts. Il peut m'arriver que ma voix déraille aujourd'hui, ou dans la journée. J'espère que non. J'ai été sans voix pendant quelques jours cette semaine. C'est parti lundi, c'est revenu progressivement jeudi après-midi. Donc je prends quelques cachets, je prends quelques médicaments pour garder ma voix. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi, d'eau fraîche, pour atténuer mes cordes vocales. Donc par moments, ça peut dérailler. Je prends un instant de respiration, ça repartira. Donc c'est pas que je suis fatigué physiquement, c'est que c'est mes voix qui ont souffert un peu de ce que j'ai fait. Alors on est sur la partie 1, écart sur charge directe. Merci, Lily. Écart sur charge directe. Alors, méthode qu'on doit prendre. Alors, on a un exemple pour chaque charge directe. Il faut un standard unitaire, quantité ou temps par unité. Un coût unitaire standard, donc ce qu'on est censé dépenser, les données réelles et le volume réel de production. En DCG, ce qu'on va mémoriser nous. QR, c'est la quantité réelle consommée. CR ou PP, on va mettre PP, c'est le prix réel. QP, c'est la quantité standard ou préétablie. Et PP, c'est le prix préétabli. Les formules qui sont maintenant qu'on doit utiliser en DCG. Avant, il y avait une autre formule qui coexistait. On s'est posé longtemps la question, est-ce que c'était le prix qui influençait la Excusez-moi, quantité? excusez-moi, monsieur. Oui, Est-ce que la quantité préétablie est différente de la quantité standard? c'est la même. Ok, merci. Alors, mais c'est la même qu'on va réajuster pour l'examen pour nous en DCG pour calculer les écarts, parce qu'on neutralise le volume. Alors, pour revenir là-dessus, avant, il y avait une formule qui existait, qui coexistait, deux formules qui coexistaient. Est-ce que c'était le prix qui influençait la quantité ou la quantité qui influençait le prix? Et donc, selon l'énoncé, on avait un type de formule. Selon l'énoncé, on avait un autre. Aujourd'hui, on part du principe que c'est la quantité qui influence le prix. Comme c'est la quantité qu'on influence le prix, les formules qu'on doit mémoriser, c'est cela. Pour aller encore plus loin. Alors, quand c'est la quantité qui influence le prix, moi, je ne mémorise que de façon basique les formules, je mémorise l'alphabet. L'alphabet, le prix P est avant la quantité Q. Donc, si je prends par le prix, écart sur prix, prix réel moins prix préétabli, je fais un écart sur prix, donc c'est l'écart entre les deux prix. Quand je veux un prix total, il faut multiplier par une quantité. Donc je multiplie par la quantité. Comme c'est toujours réel moins prévu, je vais faire réel pour commencer. D'accord? L'ordre logique. Deuxième écart, c'est écart sur quantité. Donc je fais quantité réelle moins quantité prévue. Je fais toujours la différence des quantités que je vais multiplier pour avoir un montant. Il faut multiplier la quantité par un prix que je vais multiplier par le prix. Comme c'est la dernière, je multiplie par le prix préétabli. Je commence par le réel et je termine par le prix préétabli. Pourquoi le prix préétabli? Je vais vous montrer ça ici si vous voulez. Je vais vous montrer ça ici si vous voulez. Hop. Si je fais la somme des deux, c'est le prix réel moins prix préétabli multiplié par la quantité réelle à un écart plus. La somme des deux va composer l'écart total. Plus, entre parenthèses, quantité, quantité réelle en majuscule moins quantité prévue, le tout fois prix prévu. Je développe. Donc, je factorise. Ça fait quantité réelle fois prix réel. Moins
quantité préétablie, quantité réelle, pardon, fois le prix préétabli. Ça, c'est la première partie de ce que je développais de la parenthèse. Plus quantité réelle fois prix préétabli. Quantité réelle fois le prix préétabli. Moins quantité préétablie fois le prix préétabli. Vous voyez ici que ces deux éléments se neutralisent. J'ai moins quantité réelle fois prix préétabli, plus quantité réelle fois prix préétabli, ça fait zéro. Il me reste donc le reste, c'est qui est égal à ma quantité réelle fois le prix réel, c'est-à-dire mon coût réel, moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. Et c'est mon coût préétabli. Donc, en faisant la somme algébrique de ces deux coûts, ces deux écarts, pardon, ça me donne l'écart total que j'ai juste au-dessus. D'accord? Oui, préétabli et prévu, c'est la même chose. Ce que je prévois, je l'ai préétabli avant. Parce que si je ne l'ai pas préétabli avant, je ne peux pas le prévoir. Qualification favorable ou défavorable? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je l'ai remis. Tout à l'heure, j'ai fait une introduction avant de vous lire mon support. Et je vais bientôt passer à une application pour le début. Qualification favorable ou défavorable? Situation. Le réel coûte plus cher que le standard. Je dépense plus que prévu. C'est mauvais pour moi. C'est défavorable. Le réel coûte moins cher que le prévu. C'est très bon pour moi. Ça me coûte moins cher. Comme ça coûte moins cher, j'ai plus de bénéfices. Donc c'est très bon pour moi. Donc c'est favorable. On raisonne toujours en coût et jamais en quantité. D'accord? Moi, ce qui me coûte, ce qui m'intéresse, c'est le coût. Alors, en DCG, que ça soit écart sur coût qui est des matières ou écart sur coût qui est la main-d'œuvre directe, c'est la même formule. Ce sont des charges directes. On aurait pu dire, avant, utiliser écart sur pour la main-d'œuvre directe, écart sur temps, c'est qui était la quantité, écart sur taux, qui est le taux horaire, qui remplace écart sur prix. Aujourd'hui, ces notions de termes semblent disparaître des ouvrages, semblent disparaître de toutes les corrections qu'on voit à droite à gauche, mais la définition pure, c'est temps et taux. On va pas s'embêter là-dessus. Même moi, je commence à en parler de moins en moins. Mais voilà, sachez que normalement, si on est puriste, on est censé utiliser ces termes-là. Je vous ai fait un petit exemple. Standard, donc c'est le préétabli. Matière, 2 kilos pour faire un produit, et chaque matière me coûte 5 euros. La main-d'œuvre, je suis censé, pour faire un produit, passer une demi-heure, et la main-d'œuvre me coûte, en prévu, 20 euros de l'heure. En réel, j'ai produit 1000 unités. J'ai consommé 1900 matières à 5,50 € la matière et j'ai eu besoin de 520 heures à raison de 19 euros de l'heure. Alors, écart sur matière. Déjà, je vais calculer QP. Ma quantité préétablie, j'avais prévu 2 kilos par matière. J'en ai fait 1000, donc je suis censé utiliser 2 fois 1000, demi-kilo. Donc, moi, j'ai, on ne parle que de matière pour l'instant. 2000 kilos prévus à 5 euros, 10 000 euros. J'avais en réel, qui est marqué tout en haut, 1900 kilos à 5,50 €, 10 450. Mon écart, c'est réel moins prévu. Et j'ai un écart, le réel moins prévu, qui est de 450 euros. J'ai dépensé 450 euros en matière pour un même volume de production plus que prévu. C'est donc défavorable. J'ai un surcoût de 450 euros. Maintenant, il faut savoir, est-ce que j'ai un surcoût lié
au prix de la matière ou à la main-d'œuvre ou aux deux. Si je calcule l'écart sur prix, 5,50 € prix réel, 5 euros prix préétabli, fois la quantité réelle, ça fait 950 euros. Si je fais un écart sur la quantité, j'avais prévu en quantité 1900, j'ai consommé en quantité 1900. En réel, 2000. 1900 moins 2000, je suis à moins 100. Moins 100 fois 5, moins 500. Moi, mon écart sur quantité est était favorable de 450 euros. Il s'explique uniquement lié au prix qui a augmenté de 50 centimes. Donc 50 centimes pour 5 euros, vous êtes tous censés comprendre assez rapidement que c'est 10% de plus. Mon prix a augmenté de 10%. Cette augmentation de prix me fait un surcoût, me fait un écart de 950 euros défavorable. Je n'ai pas de contexte ici donné. Mais le contexte peut être aussi que j'ai acheté une matière de meilleure qualité. Ça peut être le sujet, on dit, au lieu d'acheter chez un fournisseur un tel, j'ai acheté chez un tel, ou j'ai ramené du café d'ailleurs. Voilà. On va vous dire ce qu'on a fait. Ça peut être le contexte. Et que l'entreprise a décidé d'acheter cette matière plus chère. On acheté cette matière plus chère parce qu'on pense qu'il y a moins de pertes, parce qu'on pense qu'il est plus productif. C'est-à-dire que il y a, par exemple, je sais pas, moi, je vais acheter des produits qui peuvent être gorgés plus d'eau que d'autres. Quand on fait un repas, il y en a qui s'évaporent plus, il y en a qui s'évaporent moins. Voilà. On pense qu'on peut, grâce à ce surcoût, économiser de la quantité. Et avec la quantité que je vais économiser, je pourrais générer une minimisation de mes coûts. Ici, j'ai acheté plus cher. Donc, j'ai un coût sur prix d'achat, donc un coût d'achat qui est supérieur de 950 euros. La quantité que j'ai économisée n'est pas suffisante. Même si j'ai économisé des quantités, elles ne sont pas suffisantes. Je n'ai que 500 euros d'économie liée à la quantité. Donc ce calcul n'a pas été rentable pour l'entreprise. Je n'ai pas assez rentabilisé le surcoût lié à la matière. Je vais maintenant calculer sur la main-d'œuvre. Main-d'œuvre, c'est tout pareil. Je peux prendre des ouvriers qualifiés. Je peux faire comme je peux être ici, je suis en suractivité. Il est possible aussi que j'ai embauché du personnel en plus ou qu'il y a des heures supplémentaires. Tout ce contexte sera donné dans l'énoncé et ça sera à nous d'interpréter tous ces contextes liés à nos écarts qu'on va trouver. Alors, écart sur la main-d'œuvre. Donc ici, interprétation. Quantité favorable, bonne efficience des matières, moins de pertes ou on achète une matière de meilleure qualité. Prix défavorable, achat plus cher, inflation, fonds du fournisseur. Le prix annuel le prix annule le gain de quantité, ce qui est une dérive globale car on a un surcoût. Écart sur la main-d'œuvre directe. Je vous rappelle qu'il était prévu de passer une demi-heure par produit. J'en ai produit 1000. Le coût de la main-d'œuvre, c'est 20 euros de l'heure prévu. Et en réalité, j'ai fait 520 heures à 19. Et donc, si je suis censé faire une demi-heure par produit, mes heures prévues, c'est une demi-heure fois 1000 pour ma production réelle. Je suis censé faire 500 heures. Donc, mon standard qui a été réajusté, qui est mon coût prévu de la production réelle, j'ai 500 heures à 20 euros de l'heure, c'est censé me coûter 10 000 euros. En réel, j'ai passé 520 heures. Les salariés m'ont coûté 19 euros, ce qui fait 9 880. Simplement parce que je parle de salariés et je parle de coût, lorsqu'on sera plus tard sur la masse salariale, le coût d'un salarié, c'est pas son salaire brut, c'est son salaire brut, plus toutes les cotisations patronales qui sont calculées sur le salaire brut, plus tous les impôts qui sont calculés sur le salaire brut. Donc c'est un ensemble d'éléments, voire tous les avantages de la nature que je peux donner à un salarié. D'accord? C'est une définition qu'on reverra par la suite, mais je veux que vous entendiez déjà cette notion aujourd'hui, comme ça quand je reviendrai dans ce cours, vous l'auriez déjà un peu entendu. Donc moi, mon écart global, ça m'a coûté 9 880. J'avais prévu pour ce volume de production que ça me coûte 10 000. Ça me coûtait 120 euros de moins. C'est favorable. Mon personnel m'a permis d'économiser 120 euros. Je vais faire, donc j'ai marqué ici temps et taux. Taux, c'est le prix. Temps, c'est la quantité. À l'examen prix-quantité, c'est bon. Moi, ça m'embête un peu, mais c'est bon, c'est ce qu'on attend.
Donc écart sur taux, écart sur prix. Prix réel moins prix préétabli. Réel, 19 euros. Préétabli, 20. Toujours, Aïssatou. Tout ce que je fais, je vous le donne à la fin de mon cours, Aïssatou. Mon support et mes applications que je vais faire au fur et à mesure, je ne fais que ça depuis que je fais des cours sur FishBen. Je ne garde rien pour moi. Si, l'original, mais après, c'est pas grave. Donc, je multiplie par le nombre d'heures réelles. Donc, grâce au taux horaire. Excusez-moi, juste Oui, une... En fait, à chaque fois, il faut calculer donc le standard ajusté avec le réel et après, on fait ces tout à trois fait. écarts, le Tout à global fait. et C'est le... ce que, Ok, c'est d'accord. ce que je vais faire après avec un cas général où je vais déjà introduire des charges indirectes. D'accord? Et après, je vais faire des écarts. Je vais vous montrer comment on fait juste après, quand j'ai terminé ce petit détail, avant de calculer sous les charges indirectes, je vais faire les charges directes sur un cas général. Et donc, je reviens, donc la main-d'œuvre me coûte 19 euros, elle devait me coûter 20. Je multiplie par les quantités réelles, j'ai gagné 520 euros. Parce que mon écart est moins 520. Donc ici, le coût horaire a baissé d'un euro. Un euro par rapport à 20, c'est un calcul simple, c'est 5%. C'est-à-dire que le taux horaire baisse de 5%. J'ai économisé 520 euros. Donc j'ai un écart favorable de 520 euros. Ici, l'écart sur temps ou l'écart sur quantité, quantité réelle 520. Donc j'ai passé 520 heures. J'avais prévu 500. Donc indirectement, le rendement est moins bon. Quand je parle de rendement, vous verrez par la suite, le mot rendement va nous être utile. Donc 520 moins 500, ça fait 20. 20 fois 20, 400. Ça m'a coûté 400 euros de plus. Donc c'est quantité réelle moins quantité préétablie. Le tout fois le prix préétabli. Donc ici, j'ai un écart total de moins 120, qui est plus 400 moins 520. J'ai un écart de moins 120 qui m'est favorable. Donc nous, si on devait commenter cet écart-là, on doit dire l'écart sur, et après le résumé que je vous ai mis, l'écart sur main-d'œuvre est globalement favorable de 120 euros. Comme il est favorable, dans la rédaction, je dois commencer par ceux qui sont favorables. Il est globalement favorable de 120 euros, de 120 euros. Il s'explique uniquement par un écart sur taux horaire ou un écart sur prix favorable de 520 euros qui s'explique par le fait que il était prévu de payer 20 euros de l'heure, on ne paye que 19 euros, soit moins 5%. Ça, je ne parle pas du contexte. Dans le contexte, il faut reprendre ce qui est dans l'énoncé. On a déjà vu ça dans les cours d'avant. Là, je ne suis que dans l'interprétation de ce qui se passe. En contrôle de gestion, on aime bien les pourcentages, les valeurs relatives. Est-ce que 100 euros, c'est beaucoup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. 100 euros par rapport à un milliard, c'est non significatif. Notion déjà vue en comptabilité approfondie. 100 euros par rapport à 200, c'est 50%, c'est important. Ce n'est pas non significatif, c'est significatif. Et pour avoir cette notion de significatif, on met des pourcentages. Donc la valeur relative, combien ça représente chacun d'eux. Ceci me fait rebondir sur un élément, c'est que si jamais on a des sous-écarts qui sont du même sens, donc ce qui n'est pas mon cas ici, ce qui va être le cas dans mon exercice que je vais créer pour vous. Il y a écart sur prix et écart sur quantité du même sens. Favorable les deux, défavorable les deux. Je dois donner l'importance de chacun d'eux pour dire combien chacun d'eux contribue à l'écart total. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans mon exemple. Donc ici, le commentaire est de dire que ça provient d'un écart favorable d'écart sur quantité sur prix qui est compensé partiellement par du surtemps, un écart sur quantité défavorable de 400 euros, car il était prévu que le salarié passe 500 heures pour produire 1000 produits, ils ont passé 520 heures, soit 20 heures de plus, ce qui est justifié un écart défavorable sur quantité. Temps défavorable, productivité insuffisante, donc on produit moins vite. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, donc moi, j'ai pas donné de contexte, ça peut être aussi des pannes. J'ai une panne, mon salarié n'est pas responsable de la panne, il est payé à rien faire. Taux favorable, main-d'œuvre moins coûteuse, ou peut-être main-d'œuvre qui n'a pas eu recours aux heures supplémentaires, ou départ à la retraite de certaines personnes qui ont été remplacées par du personnel qui coûte moins cher. Le sujet vous donnera les éléments importants. Ce qu'on veut voir à l'examen,
c'est ajustement du standard à la production réelle. Si c'est pas fait, c'est zéro sur la première partie, c'est obligatoire. On neutralise, nous, en contrôle de gestion, excusez-moi, la partie correspondant aux écarts sur volume. Tableau clair entre standard, ajusté, écart et réel. Donc on veut un vrai tableau. À l'examen, toute personne qui présente des calculs d'écart sous forme autre chose que de tableau est pénalisée. D'accord? On veut la grande présentation sous forme de tableau. Tableau tiré avec des traits à la règle, sinon c'est également pénalisé. Qualification favorable ou défavorable. D'accord? On doit dire à chaque fois sur mes écours s'ils sont favorables ou défavorables. Commentaire, court mais précis sur la quantité, la production, le prix d'achat, etc., etc. Et faire une phrase de conclusion qui reprend les éléments qu'on a vus juste au-dessus. L'analyse des écarts réalisés à production réelle constante, pardon, met en évidence une bonne efficience de matière, mais une hausse des prix d'achat. Je prends ce que j'ai dit ici. J'avais déjà mis en avant la partie calculatoire et des pourcentages. Je ne vais pas le recopier, mais j'aurais dû le mettre, mais je le dis à l'oral. Tandis que la main-d'œuvre représente un surtemps compensé par un taux horaire plus faible. La dérive globale provient donc principalement des facteurs externes d'achat, donc ce que j'ai marqué en haut, plutôt que de la performance industrielle. Je vais créer un fichier Excel que je vais partager avec vous, qu'on va reprendre et il sera lié, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que toutes les formules soient automatisées. Je vais partager mon écran de celui-ci maintenant. OK, normalement, vous voyez mon tableau Excel. OK, OK. Alors, alors, la société Alpha vous communique le coût préétabli suivant. Ou le coût standard, comme vous voulez, les mots sont identiques. Donc ici, on a quantité, prix unitaire, montant. Alors, on a ici libellé, on a matière 1, matière 2, heure de main-d'œuvre directe, atelier 1, heure de main-d'œuvre, atelier 2. On a le centre achat, on a le centre atelier 1, le centre atelier 2 et le centre distribution. Alors, oula. Et on a donc le coût de revient ou le coût de production. C'est un coût de revient parce que j'ai la distribution et la distribution est un élément hors production. Alors, on va faire ça comme ça. OK. Donc, je consomme, et si on va faire la multiplication, on va tout faire les tableaux vite fait. Après, je vais recopier mes tableaux, ils vont être très rapides, hein. C'est une répétition d'éléments. Ici égale la somme. OK. Donc, j'ai consommé 2500 kilos à 4 euros. J'ai consommé 6000 matières à 10 euros. J'ai consommé 1200 heures à 40 euros. J'ai consommé 2500 heures à 45 euros. Achat 8500 à 3 euros. Atelier 1, 1200 à 5 euros. Le deuxième,
2000 à 4 euros. La production, 10 000, 1, 2, 3, à 3 euros. Au total, c'est un coût préétabli pour 10 000 produits. Ce coût préétabli, je le prévois à 300 000. J'ai de la chance, on tombe sur un chiffre rond. 300 000 divisé par 10 000. Même voulu, j'aurais pas fait exprès de tomber aussi sur un calcul aussi simple. Ça fait 30 euros. Moi, j'ai prévu que ça me coûte 30 euros de faire ma production et mon coût de revient de mes demi-produits me coûte 30 euros. En réalité, coût réel de mai. Alors, examen, on n'a plus de sujets qui soient aussi longs qu'avant, parce qu'avant, on avait des sujets qui pouvaient faire 10 points, auxquels, bah, si on avait faux, on perdait beaucoup de points sur les 10 points. Même si on était censé prendre la logique, on respectait moins la logique et les calculs que maintenant. Maintenant, on est un peu plus cool sur la notation. Donc, moi, aujourd'hui, on a un coût réel. Ce coût réel, je vais, vous savez, on va vérifier ce que ça donne et on verra nos écarts après. Il manque un mot de ce que je voulais dire. Oui, on ne peut pas avoir, c'est ça que je voulais dire, on ne peut pas vous demander de calculer un coût réel et après de faire des écarts. D'accord? C'est plus la tendance. On va vous donner le coût réel, on va donner le coût préétabli et on va vous demander d'interpréter les écarts entre le réel et le préétabli. À vous de faire le réajustement et de faire la suite. Évidemment, vous comprenez que ici c'est long, on a 8 lignes. Plus on aligne, plus on fait la même chose. Mais c'est des calculs qu'on répète. Donc globalement, il n'y a pas de vraie valeur ajoutée. Alors ici, je mets ceci et je mets ici coût réel. Coût réel de la prod réelle. Alors je vais modifier le tout. Donc ici, je vais être sur 2900. Ici, je vais être sur 7400. Ici, je vais être sur 1500. Ici, je vais être sur 2850. Ici, je vais être sur 11, 10, 10, 19, 9, 10 300. Ici, je vais être sur 1500. Ici, je vais être sur 2450. Ici, sur 12 000 et 12 000. J'avais prévu de faire 10 000, j'en ai fait 12 000. Je modifie les prix unitaires. 4,2. Ici, je vais être sur 9,50. Ici, je vais être sur 41. Ici, sur 48. Ici, je vais être sur 2,8. Ici, je vais être sur 4,75. Ici, je vais être sur 3,8. Ici, je vais être sur 3,1. Voilà. Moi, si je compare coup par coup, j'avais initialement, et chose qu'on va neutraliser en contrôle-gestion, en DCG, j'avais prévu au mois de mai dépenser 300 000 euros. J'ai dépensé 363 250 euros. À première vue, ça a coûté beaucoup plus cher. Donc ça nous a coûté 63 255 euros. On dit que c'est défavorable. Ça, c'est un écart global sans réajuster. Première étape que je dois faire, je dois réajuster mon coût prévu à mon coût prévu de ma production réelle. Pour cela, on va calculer le coefficient d'activité. Coefficient d'activité, on va donc faire la production réelle, 12 000, divisé par ma production prévue, 10 000, ce qui me fait un coefficient de 1,2. Je vais lier les formules pour que vous voyez que c'est bien 1,2. Je fais donc 12 000 divisé par 10 000. J'ai un coefficient de 1,2. C'est-à-dire que je suis en suractivité de 20%. Moi, cette suractivité,
théoriquement, ça ne va faire changer que ma quantité. Donc, je vais réajuster ma quantité qui était ici, 2500, 6000, 1200, etc., en utilisant le coefficient de 1,2. Je vais copier-coller mon tableau hein, de mon prévu. Copier-coller. Ici, c'est coût prévu, coût préétabli de la production réelle. Parce que je vais mettre tout en bas, je vais mettre tout en bas, 12 000. Et je vais tout réajuster à 12 000. Je vais faire comment? Je vais prendre chaque quantité. Ici, je vais faire 2500 fois 1,2. 2500 fois 1,2, ça va faire 3000. On commence 2500 fois 1,2, ça fait 3000. J'ai bien réajusté mes 2500 prévus pour 10 000, que je multiplie par 1,2 pour le ramener à ma production réelle de 20 000. Et ce calcul, je le fais jusqu'à la fin. Voilà. Vous constatez ici, toujours le même coût unitaire. Au total, j'avais prévu que je dépense, que ça me revenait à 30 euros. Ça me revient à 30 euros. Je ne change pas parce que j'ai changé ma façon j'ai réajusté mes quantités. Je ne réajuste mes quantités, je ne réajuste jamais mes produits. À l'examen, donc, on n'aura que des questions, ce n'est pas un dossier à part entière. Alors, à l'examen, vous aurez 3 à 4 dossiers. Ces 3 à 4 dossiers vont traiter le cas d'une société. On va vous demander de traiter 4 problématiques. Si on est sur la problématique des coûts et notamment des écarts ici, on va vous dire que l'entreprise avait établi un budget préétabli, que le budget préétabli vous est indiqué en annexe 3 pour tatati tatata, qu'ils ont constaté que le coût réel est différent du coût préétabli. Pour une production 2, on va vous demander d'interpréter quel est l'écart global de cette production. Quel est l'écart global de la période. Donc c'est ce que je vais mettre ici. L'écart global, c'est la différence entre ce que j'ai réellement dépensé, donc le coût réel, au coût préétabli, réajusté à la production réelle. Je vous rappelle que j'ai mis dans mon cours que première étape, c'est tout réajuster. On va vous demander d'interpréter l'écart global. Donc, je vais vous montrer comment on interprète l'écart global. Et après, on va vous demander de, d'expliquer l'origine des écarts. Et donc, on vous laisse la main libre pour expliquer les origines, soit on vous dira, expliquer l'écart sur ceci, ceci, ceci. Si dans l'énoncé, on vous dit, expliquez-moi les écarts sur ceci, ceci, ceci. C'est vous, dans le commentaire du départ, qui devez dire, cet écart global, je vais l'interpréter en sous-écart. Nous, on a vu comment on interprète les sous-écarts sur quantité et sur prix, donc sur les charges directes. Je vais l'analyser pour les écarts suivants. C'est ceux qu'on demande par la suite. Ça montre au jury, premièrement, que vous avez lu l'intégralité du sujet. Vous avez un temps qui est calculé sur la durée d'épreuve pour vous accaparer du sujet, pour lire l'intégralité du sujet et le comprendre avant de vous lancer sur les calculs et de choisir ce que vous maîtrisez le mieux et non pas commencer par le dossier 1 automatiquement, le 2, 3, 4. Moi qui corrige à l'examen, c'est très, c'est très préjudiciable de voir quelqu'un qui marque dossier 1 au départ, qui ne le traite pas, puis dossier 2 qui ne le traite pas, et qui commence par le 3 qui est à moitié fait. Vaut mieux commencer par ce que vous maîtrisez. Ça donne une image de vous au jury. J'ai lu le sujet intégral. J'ai commencé par ce que je maîtrise le mieux. Évidemment, si vous commencez par un dossier, ce dossier doit être maîtrisé pour montrer que vous le maîtrisiez. Modibo Sissoko, je viens de voir un message de votre part, mais je ne sais pas quel moment vous l'avez mis. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dorian Lee.
OK. Dernière étape que je viens de faire, si vous parlez, c'est tous plus rapide. J'ai réajusté mes quantités au réel. Donc, pour avoir mes 3000 ici, j'ai fait, je vous montre la formule, j'ai fait 2500 fois 1,2. Je réajuste mes quantités de matière qui étaient 2500 kilos pour 10 000, que je ramène à combien j'ai besoin de quantité pour en faire 3000, pour en faire 12 000. Parce que réellement, j'ai produit 12 000 et non pas 10 000. Et j'ai fait pareil en dessous. En dessous, j'ai fait 6000 kilos de matière que j'ai besoin pour en faire 10 000. Combien j'ai besoin pour en faire 12 000? Donc, je multiplie par le coefficient d'activité. Je vous rappelle que le coefficient d'activité, c'est le rapport qu'il y a entre l'activité réelle, 12 000 produits, divisé par l'activité prévue, 10 000. Est-ce mieux, Sissoko? Modibo, Sissoko. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, désolé, je préfère en fait prendre la parole plutôt c'est que mieux. d'écrire. Moi, je lui Oui, donnais, je dis à tout le monde de parler, hein. désolé. En fait, donc en fait, le but de multiplier le coefficient d'activité avec les quantités préétablies, c'est d'avoir le même coût de revient et ne pas Non, avoir en fait non, non, c'est le... pas même, c'est pas le même coût de revient. C'est d'avoir d'effacer l'écart sur volume, c'est de dire je compare des grandeurs qui sont comparables. Tout à l'heure, je sais pas si vous étiez là au début, j'avais cité une personne que Lily connaît de nom, peut-être que vous, plusieurs, vous connaissez. Si je dois faire Paris-Marseille, pour aller voir l'Olympique de Marseille, grand club français, si je pars avec ma voiture et cette personne part avec sa Ferrari, si on est illimité à la vitesse en France, automatiquement, elle arrivera avant moi. Mais on ne peut pas comparer sa voiture qui est plus puissante à la mienne. On ne compare des choses qui sont comparables. Si elle prend sa voiture et moi j'ai la même voiture, là on verra lequel est plus performant et lequel conduit mieux. Mais là on compare des choses qui sont incomparables. Automatiquement, produire 12 000 produits coûte plus cher qu'en produire 10 000. Je dois comparer des grandeurs qui sont identiques, le même volume de production. C'est ce qu'on demande en contrôle de gestion en DCG. Effacer les écarts liés à des volumes de production différents. C'est bon, Sissoko? Oui, je crois avoir un peu mieux compris. C'est Ok. gentil. Merci beaucoup. Après un écart, c'est toujours la différence entre le réel et le prévu. Donc ici, je fais mon temps réel moins mon temps prévu. Je compare 12 180 à 12 000. J'ai une valeur qui est 180 euros positive. C'est-à-dire que la matière 1, en réel, comparativement à la matière 1 en prévu, réamenée et réajustée à ma quantité de production réelle, j'ai un écart de 180 euros. Ça me coûte 180 euros en plus en réel qu'en prévu. Comme ça m'a coûté 180 euros de plus, j'ai un écart qui m'est défavorable. Ça me coûte plus cher, c'est défavorable. Je fais pareil pour le deuxième. Matière 2, 70 300. Prévu. Réel, pardon. En prévu, réajusté à ma production réelle, 72 000. Ça m'a coûté moins 1700 euros. La matière 2, ramenée à ma production réelle, et en tenant compte de la consommation que j'aurais dû avoir et du prix que j'ai prévu, ça m'a coûté 1700 euros de moins. Comme ça me coûte moins, c'est favorable. Et je vais tirer la formule jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici, c'est positif, défavorable, positif, défavorable, négatif, favorable, négatif, favorable, négatif, favorable, positif, défavorable, positif, défavorable. Globalement, moi ici, si quand j'ai réajusté mon coût prévu pour 10 000 articles, qui devait coûter 300 000 euros, que j'ai réajusté à ma production réelle de 12 000 articles, qui doit me coûter 360 000 euros. En réel, ça me coûte 363 250 euros, donc 3 255 euros de plus. Mon écart est donc défavorable. Moi, dans mon commentaire, je vais mettre en avant tout ce qui est défavorable. Dans mon commentaire général de ce tableau, sans rentrer dans le détail des sous-écarts. Je calcule l'importance relative.
importance de mon écart. L'importance de mon écart, c'est combien ça me coûte en plus que j'ai prévu. Donc, c'est à, au coût préétabli de la production réelle. Je vais donc faire le calcul suivant, 3255, que je compare à 360 000 euros. Parce que je compare des valeurs qui sont significatives et comparables. Quand je fais ce calcul et que je le mets en pourcentage, le coût réel, globalement, est 0,90% de plus, même pas 1%, de plus que le prévu. D'accord? Donc, la vidéo, vous aurez la vidéo, vous avez le commentaire. Donc, vous allez pouvoir revoir la vidéo quand vous voulez. Le commentaire qu'on aurait dû dire ici, si je m'arrête sur le coût total, c'est le coût réel de la production réelle, et qui est de 363 255 euros et 3 255 euros supérieur au coût prévu de la production réelle, soit 360 000 euros. Ce qui représente, parce que ça coûte plus cher, un écart défavorable, un surcoût de 0,90%. Je mets 0,9042, mais le 0,90 est largement suffisant. Après, je dois dire d'où il vient. Donc, j'ai mis en rouge l'origine de cet écart positif. Et je vais parler des plus importants aux plus faibles. Il s'explique tout d'abord. Le plus important, c'est celui-ci. Par un écart lié aux heures de main-d'œuvre directes de l'atelier 1, défavorable de 3 900 euros. Puis des heures de main-d'œuvre directe de l'atelier 2, défavorable de 1 800. Puis du centre distribution, pardon, défavorable de 1 200 euros. Pour finir, il provient également d'un écart sur la matière 1, défavorable de 180 euros. Et chose que vous devez dire après, il serait souhaitable de comprendre ces écarts en calculant les sous-écarts de tous ces écarts. Donc nous, on a appris à calculer les sous-écarts sur charge directe. Je rappelle que la formule sur charge directe. Non, je vais le mettre en haut. Je vais le mettre ici. Écart sur charge directe. Il y en a deux. Écart sur prix, qui est égal à prix réel moins prix préétabli multiplié par la quantité réelle. Et après, l'écart sur quantité, qui est égal à quantité réelle moins quantité prévue. Le tout multiplié par prix prévu. Voilà la formule qu'il faut connaître. Donc moi, je vais faire la même chose pour chacun de mes sous-écarts que j'ai ici. Enfin, pour chacune de mes charges directes, j'en ai quatre, je vais calculer les sous-écarts. Ici, je vous rappelle deux écarts qui sont du même sens. Je vais calculer l'importance relative. Écart sur la matière 1. Écart sur quantité. Écart sur prix, pardon. Écart sur prix. Alors, je ne mets pas la formule, vous la connaissez. Je vais simplement mettre les valeurs pour commencer sur un ou deux, et après, je mettrai directement ce qui apparaît sur mon tableau. Je ferai les liens entre eux. À l'examen, beaucoup de candidats se rassurent en mettant des formules. Égal ceci, moins ceci, plus ceci, divisé par. Ça ne rapporte pas de points. C'est simplement rassurant.
Si vous faites des calculs bons sans indiquer la formule, vous aurez tous les points. Si vous faites des calculs qui sont faux, évidemment, vous aurez peut-être des points, ça dépend de la difficulté de ce qui est demandé. Par contre, si vous mettez une formule bonne et qu'un calcul qui est faux, on va se dire c'est une maladresse. On peut attribuer des points. Donc, si la question est est-ce que monsieur, il est préférable de mettre la formule, si vous avez un doute sur vos calculs, si vous avez un doute sur ce que vous pouvez faire, faites-le. Mais si vous avez tout bon, c'est du temps perdu. Voilà, je peux pas donner de bons conseils. C'est chacun son niveau. Si vous êtes un peu pensez pas viser le 20 ou le 18 ou le 19 et que vous êtes rapide, mettez les formules. Elles ne mangent pas de pain. Mais c'est pas ça qui vous donnera des points. Alors, je reprends ma formule. Prix réel, 80. Prix préétabli, 4. Donc 80 moins 4, multiplié par la quantité réelle, 2900. Mhm. Moins 4 fois 2900. Donc, si je calcule mon calcul, si je fais l'écart ici, donc entre parenthèses, 4,2 moins 4, que j'ai multiplié par la quantité réelle, 2900, que je multiplie par la quantité réelle, 2900. Moi, j'ai un écart sur prix de 580 euros. Il est positif, défavorable. Écart sur quantité, je répète la formule ici. Écart sur quantité égale, entre parenthèses, quantité réelle. Quantité réelle, 2900, moins quantité prévue, 3000, fois le prix prévu, pardon, 4. Voilà mon écart sur prix. Si je le pratique dans ma formule, quantité réelle 2900 moins quantité prévue 3000, que je multiplie par la quantité préétablie unitaire 4 euros, ça me fait moins 400. Il est négatif, ça m'est favorable, ça me coûte moins. Total, je fais la somme algébrique des deux. J'ai 180, il est positif, défavorable. Ce 180 qui est là, on reprend le 180 qui est là. Je suis obligé de retrouver mes résultats. D'accord? Vous voyez, c'est le même résultat. Je vais faire cette interprétation, je vais vous en faire un ou deux. Je ne les ferai pas tous, mais après, c'est du recopiage et de reprendre les éléments. Donc, s'il n'y a pas de contexte, et on devait calculer cet écart, comme l'écart total est défavorable, je commence par le défavorable. Donc ici, l'écart sur matière 1 est défavorable de 180 euros. Il s'explique uniquement par un écart sur prix défavorable de 580 euros, car il était prévu d'acheter la matière 4 euros. On l'a acheté 4,20 euros, soit un surcoût. Quand je passe de 4 à 4,20, c'est 5% de plus, soit un surcoût de 5% par quantité achetée. En même temps, il existe un écart sur quantité favorable de 400 euros, ce qui s'explique par le fait qu'on avait prévu consommer 3000 kilos pour produire 12 000 articles. On en a consommé 2900, donc moins de consommation, dit un écart sur quantité favorable. OK pour vous? Oui, juste une question. En fait, dès qu'on a des montants négatifs, c'est Favorable. favorable et Oui. positif, c'est OK. En coût, Merci. en coût, vous verrez que Un plus coup, oui. tard, en chiffre d'affaires, c'est le contraire. Plus je fais chiffre d'affaires, plus c'est, mieux c'est. Plus j'ai des marges, mieux c'est. Plus j'ai de résultats, mieux c'est. C'est pour ça que les trois autres écarts, on le fait sur Fishben à part. Il y a des ouvrages qui mélangent tous les écarts. Je trouve que c'est ridicule. Moi, je préfère, et vu avec Michael, qu'on me subdivise, qu'on fasse des écarts sur coût, qui est le mastodonte de ce qu'on doit voir. Après, on fait les autres. Mais
Les autres sont analysés dans le contraire total. Donc, apprendre quelque chose, c'est dire que d'une fois c'est plus, de l'autre fois c'est moins, que c'est favorable, défavorable, je trouve ça bien plus complexe que le diviser en deux. Je vais faire maintenant l'écart sur la matière 2. Non, je ne vais pas le faire. Une personne qui veut prendre la parole et le faire. Simplement, vous me dites les calculs que je dois faire et je prends les formules que vous dites. Alors, écart surpris. Moi, je veux bien essayer du coup. OK. L'écart sur prix, du coup, ça va être 9,50 Vous avez un accent, un très bel accent. du sud-ouest. Ah oui. C'est qui parle? J'ai pas vu. Hélène. OK. On continue à parler de cet accent. Bon, on rêve. 50. Alors, 9,50 moins 10 Oui, multiplié par 7 400. tout à fait. Donc, je répète la formule. Prix réel moins prix préétabli fois la quantité réelle. J'ai un écart de moins de 3700. Vous dites quoi? Favorable ou défavorable? Là, du coup, favorable. Nous sommes d'accord, favorable. Écart sur quantité. Écart sur quantité, du coup, c'est 7 400 Oui, moins 7 200 coût oui, préétabli, multiplié par 10. tout à fait. Par le prix préétabli, c'est quantité réelle moins quantité préétablie. Le tout multiplié par le prix préétabli. On est à 2700. Il est positif. 2000, pardon. Il est positif. Il est favorable ou défavorable? Défavorable. Tout à fait défavorable ici. Si je fais la somme algébrique des deux, on retombe sur moins 1700, qui est favorable, qui est l'écart qu'on avait tout en haut, ici. D'accord? Je ne vais pas mettre des couleurs à chaque fois. Comme l'écart est favorable ici de 1700, je dois dire d'où vient l'origine. Donc ici, je suis censé dire que j'ai un écart de 1700 euros sur la matière 2, qui s'explique uniquement par un écart lié au prix, qui m'est favorable de 3700 euros, qui s'explique par le fait qu'il était prévu d'acheter la matière 2 à 10 euros. Elle m'a coûté 9,50 euros, soit 50 centimes de moins par quantité, ce qui représente 0,5% de moins, ce qui m'a représenté 5% de moins, pardon, excusez-moi, qui m'a représenté 5% de moins, et ce qui m'a permis de faire un gain de 3700 euros sur le prix. En parallèle, la quantité a augmenté. J'ai consommé 7400 kilos, alors que j'aurais dû en consommer 7200, ce qui fait que j'ai un écart sur quantité qui m'est défavorable. OK pour vous? Allez, quelqu'un veut se lancer sur l'écart sur les heures de main-d'œuvre directe, atelier 1, où je le fais? Monsieur, j'ai une question Oui. justement, en fait, au lieu de passer, parce que là, j'ai essayé, en fait, avec moi, ça veut dire que pour trouver le coût préétabli, en fait, je suis passé par le prix unitaire prévu, que j'ai multiplié par les quantités réelles, au lieu de passer, en fait, par le coefficient. Parce que moi, je vais aller chercher le coût préétabli. Vous avez dit que le but, c'est d'annuler, en fait, le Alors, volume, en fait. si vous avez dit, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui, Alors, je vais répondre à Val, ce que vous avez marqué après. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous avez fait 45. Si je prends le premier ici, oui. 4, vous avez pas fait 4 fois 12 000. Pour avoir cette quantité, vous Non. avez fait comment pour avoir ces 3 000? Pour, pour le premier, en fait, j'ai pris, enfin, je suis passé directement, en fait, par le coût. Ça veut dire que j'ai pris le 4 du coût unitaire Oui. prévu, bien évidemment, que j'ai multiplié en fait par les quantités réelles. Ça veut dire que la quantité est 2900 pour trouver le Non, vous ne coût pouvez pas faire préétabli. ça. Si vous faites Ah, ça, vous annulez l'effet d'écart sur quantité. Parce que vous reprenez la même quantité, il n'y a pas d'écart sur quantité. Qui vous d'accord. dit que vous avez consommé trop de quantité ou pas assez de Trop de quantité? quantité ou pas cette Qui quantité. vous dit que vos salariés ont travaillé plus rapidement ou moins rapidement? Vous neutralisez cet effet-là, ça n'existe pas. D'accord, monsieur. Merci. Après, je vous dirai un dernier élément à la fin, mais pas pour l'instant. Comment se souvenir pour écart sur prix qu'il faut figer une quantité réelle que prévu, un écart qu'il faut figer un prix prévu et non réel. Ok. Si j'ai bien compris votre question, Val, qui doit être Valentin ou Valérie, euh, écart, vous devez mémoriser l'ordre alphabétique, prix, quantité.
le prix est avant la quantité. Donc on commence par le prix. Quand on fait un écart, c'est réel moins prévu. Donc écart sur prix, c'est prix réel moins prix prévu, dans la parenthèse. Pour avoir un montant, un coût ou un chiffre d'affaires, c'est prix fois quantité. Donc on multiplie par la quantité. Comme on fait réel moins prévu, le premier qu'on fait, c'est le réel. Quantité réelle. La méthode mnémotechnique, on commence par le réel, on termine par le prévu. Et donc, comme c'est le premier calcul d'écart qu'on fait, on commence par le réel. Après, quand on est surpris, écart sur quantité, pardon, la formule c'est quantité réelle moins quantité prévue. Comme on est sur des quantités pour avoir un montant, je multiplie par le prix. Donc je multiplie par le prix. Comme on est sur le dernier calcul, on termine par le préétabli. On commence par le réel, quantité réelle pour le premier, et on termine par le prix le dernier. D'accord, Valérie? Mais Valérie, je dirais aussi, quand vous en avez 4 ou 5 ou 6, la formule, on la mémorise au bout d'un moment aussi, hein. Là, vous subissez, puisque c'est un cours que je fais, en vous demandant de participer un peu, vous ne l'écrivez pas. La meilleure façon de mémoriser aussi, c'est d'écrire, de faire des applications, hein. Donc ça, c'est du cours avec des applications. La meilleure façon d'y arriver, c'est de reprendre des applications qui sont sur Fishben ou ailleurs. Fishben, vous avez assez pour comprendre, et de faire les cas qui vont avec. Vous aurez tout compris après. Oui, mais j'ai une question par rapport à la masse salariale, c'est la même chose. Je comprends pas en fait. La masse salariale, c'est un peu plus. C'est pareil qu'à chaque fois qu'il y a un écart, je sais jamais si c'est réel, prévu Alors, ou la masse salariale, c'est un... les écarts sont un peu plus complexes sur la masse salariale, parce qu'on parle d'écart sur salaire, d'écart sur effectif, d'écart sur structure, le fait de passer d'une catégorie à une autre. Là, c'est lorsqu'on interprète entre ce que j'ai prévu et ce que j'ai réalisé. En plus, il peut y avoir d'autres éléments qui est le vieillissement, la technicité, le glissement. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y en a qui arrivent et qui partent, l'effet Noria. Voilà, il y a aussi les promotions internes. Voilà, il y a tellement de choses dans les écarts sur la masse salariale que on donne une petite tendance pour trouver. Si c'est sur des prévisions de faire quelle sera ma future masse salariale, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des effets, qui est l'effet niveau, effet de report, effet de masse. C'est long à expliquer. Valérie, je peux pas répondre à ça aujourd'hui, hein. L'explication de la masse salariale, c'est 2 heures de cours théorique. Donc Parce que c'est j'ai remarqué que c'est la même formule. C'est quand c'est une quantité, on prend un taux réel, mais quand c'est un prévu, on prend un... une quantité. Oui, c'est ça. Quand c'est Bon, une quantité, on prend on fige le prévu, mais quand c'est un prix ou le salaire, on prend... Enfin, c'est toujours la même chose, on fiche toujours la même oui, là, chose. Par on rapport fiche, au réel ou prévu, c'est ça que je on veux fiche dire. toujours le même élément. On fiche toujours le même Oui, élément, voilà. mais avec d'autres termes et d'autres complications qu'on n'a pas ici. Mm. D'accord? On y arrivera, on arrivera sur la masse salariale, mais la logique est toujours la même. Je suis d'accord Oui, sur c'est ce ça. point. Ouais. D'accord, merci. Alors, je peux y aller, Valérie? Oui, c'est bon, merci. Ok. Quelqu'un veut faire la main-d'œuvre ou je la fais moi? Oui, d'abord, monsieur, je vais poser une question avant de faire la main-d'œuvre. Allez-y. Au niveau de la main-d'œuvre, est-ce qu'il faut mettre encore les cas sur prix ou bien les cas sur tout horaire, puisqu'on est avec l'heure? Alors, je dis ça tout à l'heure. On peut mettre écart sur prix, écart sur quantité, c'est ce qu'on voit dans tous les corrigés de tous les sujets et même dans quasiment tous les bouquins. Mais que vous remplaciez prix par taux et quantité par temps, c'est la même formule. D'accord, D'accord? Après, d'accord. c'est est-ce qu'on est puriste sur le terme qu'on utilise ou est-ce qu'on est moins puriste? À l'examen, quand vous commentez prix et quantité, ça suffit largement pour nous. D'accord? On n'est plus sur des sujets où on veut les mots exacts. Si vous dites prix pour un taux horaire, ça nous suffit largement. OK? Le cas sur le prix, ça fait 41, Alors, OK. Faites la formule 41, oui, moins 40 moins 40 qui est le prévu, fois 1500. fois 1500 Ouais. qui est la quantité réelle. J'ai un écart de 1500. Positif, c'est favorable ou défavorable? Défavorable. Oui, défavorable. Défavorable, ça m'a coûté plus Ouais. cher que prévu. Ouais. Écart sur quantité. Vous dites Ça quoi? fait 1500 Oui, moins 1440 oui, fois 40.
fois la quantité, le prix préétabli, 40. Il est négatif de 2400. Il est positif de 2400. Favorable ou défavorable? Défavorable. Il est positif, hein? Positif, c'est défavorable. Défavorable. Ouais. Donc moi, Merci. au total, j'ai un écart total de 2900, comme on avait tout à l'heure, de défavorable. Vous constatez ici que les deux sont défavorables. Donc quand les deux sont défavorables, on donne une importance relative, c'est-à-dire combien de poids, quel est le poids ou la contribution de chacun à l'écart total. Pour cela, je vais mettre ici pourcentage. Je vais faire l'écart de l'un divisé par la totalité. Donc ici, je vais donc faire, et je mets la formule à côté, 1500 En fait, divisé par 2900. l'importance relative, elle se calcule que si on a les deux écarts défavorables. Oui, Ok. non, défavorable ou favorable, les deux du même sens, Oui, pour du donner même le poids sens. de chacun d'eux. Ok. D'accord? Et après, je fais pareil pour le suivant. Donc ici, c'est 1500. Ici, c'est 1500 divisé par 3900. Ici, c'est 2400 divisé par 3900. Donc, je vais faire ce commentaire. Après, je ferai le dernier sans commentaire parce qu'on aura vu tous les cas de figure. Donc, l'écart sur les heures de main-d'œuvre de l'atelier 1 est globalement défavorable de 3900 euros. Il s'explique, et là, je vais donner le plus important, parce que le plus important est l'écart sur quantité. Il s'explique essentiellement par un écart sur quantité défavorable de 2400 euros, car il était prévu de passer 1440 heures pour faire 12 000 produits, on en a fait 1500. On a eu besoin de 1500 heures. Cet écart représente 61,44% de l'écart total sur la main-d'œuvre de l'atelier 1. Excusez-moi. Concernant l'écart surpris, il est également défavorable de 1500 euros. Il s'explique par le fait qu'il était prévu de payer 40 euros de l'heure les salariés. Ils ont coûté 41 euros, soit 1 euro de plus par heure. 1 euro par rapport à 40, c'est 2,5%, soit 2,5% de plus, ce qui a généré un écart défavorable de 1500 euros, soit 38,46% de l'écart total. Pourquoi je m'arrête ici un instant? Vous avez vu, j'ai introduit 2,5%. J'ai introduit 38,46%. J'ai introduit 61,54%. À l'examen, le plus compliqué pour certains étudiants, quand on demande de commenter sur une page, c'est faire une page. Ils trouvent ça super compliqué, super long. Et quand c'est super long et super compliqué, déjà le contexte qui nous permet de gagner du temps. Et après, c'est plus vous interprétez vos commentaires, vos écarts, plus c'est simple. Moi, j'ai pas dit ici que mon écart total est de 3900, qui s'explique par 2400 d'écart défavorable sur quantité, et qui s'explique par 1500 euros écart surpris défavorable. Vous avez tout ce que j'ai rajouté à côté, qui me rajoute 3 ou 4 lignes. Rajouter des lignes, c'est très simple. Le plus compliqué est de faire un commentaire sur 3 lignes. Parce qu'il faut être capable de trouver les éléments les plus importants et les synthétiser en peu de choses. Raconter, entre guillemets, sa vie, c'est très simple. On raconte tout. On explique tout. Tout ce qu'on voit, on le met sur feuille. C'est beaucoup plus simple, contrairement à ce que pensent les candidats. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et normalement, c'est très rassurant de noter. D'accord? Je ne vais pas le noter parce qu'il nous reste trois quarts d'heure et j'ai besoin de faire les écarts sur charge indirecte, mais je vous donne la notion. Je fais le dernier de mon côté, les écarts concernant l'atelier 2. Écart sur main-d'œuvre, atelier 2. Donc on a écart sur prix, écart sur quantité. Hop, je vais simplement garder ici la formulation. Hop, copier, coller. Alors, j'ai fait ça. Ok, c'est pas grave. Écart sur prix, j'ai voulu gagner du temps, j'ai rien gagné. Écart sur quantité, total.
Alors, écart surpris le premier, je suis où? Je suis donc prix réel de la main-d'œuvre 2, 48. Coût prévu, 45. Que je multiplie par la quantité réelle, 2850. J'ai 8550 € d'écart, c'est positif, ça m'est défavorable. Le deuxième, écart sur quantité, 2850 quantité réelle, moins prévu pour ce volume de production, 3000. J'ai donc ici, je multiplie par le prix préétabli, 45 euros. J'ai un écart favorable de 6750 €. Au total, j'ai un écart défavorable de 1800 €, comme il est marqué au-dessus. Donc ici, si on devait commenter celui-ci, il fallait dire que l'écart total sur la main-d'œuvre de l'atelier 2 est globalement défavorable de 1800 €. Il s'explique uniquement par un écart sur prix défavorable de 8550 €, car il était prévu de payer 45 € les salariés. On les a payés 48 € de l'heure, soit 3 € de plus de l'heure. 3 € de plus, ça doit faire de l'ordre de euh, 3 euros, ça fait combien? 3 par 45, on divise par 15. 15, ça fait, qu'on divise par 5, ça fait 20, soit plus 6,67%. Donc le taux horaire a augmenté de 6,67%. L'écart sur quantité en elle-même est favorable, car il était prévu pour faire 12 000 produits, 3 000 heures. On n'a passé que 2 850 €. Donc l'équipe a eu un meilleur rendement. Donc on a un écart sur rendement qui nous est favorable. Voilà ce qu'on attend ici comme commentaire. Bon pour vous? Ok. On va passer aux charges indirectes. Donc je vais arrêter ce partage. Je vais partager maintenant la feuille des charges indirectes et je reviendrai après sur cette application pour terminer et qui reprendra l'ensemble de ce qu'on devait voir aujourd'hui. Alors, les charges indirectes sont plus complexes que les charges directes. On a plus souvent des questions sur les charges directes que sur les charges indirectes pour simplifier. Moi, mon exercice ici a été fait sur, mon exemple a été fait sur, et dans mon cours comme dans mon application, sur des charges, enfin, sur une méthode des centres d'analyse. D'accord? Ça aurait pu être la méthode des inducteurs. Dans les ouvrages connus, il n'y a aucun écart aucune application sur les écarts de la méthode des inducteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année de la refonte et de la création du DCG, avant le DECF, avant c'était le DECF, pas de la première année en 2008, mais en 2009, ils ont des écarts sur les inducteurs. Ça fait un fiasco total, avec en plus une incompréhension, il y a un ajustement qui n'était pas parfait dans le corrigé. Ils sont pris un tollé, ils l'ont plus jamais remis et ils ne le remettront plus jamais. Je peux voir par la suite si je dois vous créer un petit cas dessus. Je vous ferai un petit topo sur comment on interprète les écarts comment on interprète les écarts sur, euh, sur la méthode des inducteurs. Je ferai un petit topo à la fin si vous permettez de déborder.